Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette 6e leçon de notre série d'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Et aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, la lettre hamson ainsi que le déterminant en arabe. Dans cette leçon, nous allons nous contenter de voir une seule lettre, qui n'a pas de famille car elle a des caractéristiques uniques. Cette lettre est la lettre lam, qui s'écrit à peu près sous la forme d'un hameçon, comme ceci. Cette lettre hameçon se nomme donc lam. C'est l'équivalent de la lettre L en français. Comme on peut le voir, la lettre lam fait partie des lettres qui s'attachent. Elle s'écrit attachée comme un L à l'envers, ce qui facilite sa mémorisation. Donc logiquement, le moyen mémotechnique le plus simple et le plus logique de la retenir, c'est de se dire que c'est un L à l'envers. Elle a la même sonorité et quasiment la même écriture. À ne surtout pas confondre avec le alif, dont la tâche est dans l'autre sens, et qui, contrairement au lam, ne s'attache pas à la lettre suivante. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. Le lam s'écrit presque comme le alif, par un trait vertical, assez grand, sur une feuille quadrillée, il fait un peu moins que la taille d'un carreau, qui descend en dessous de la ligne pour faire le crochet du hameçon, et lorsqu'il est lié, sa liaison s'écrit sur la ligne. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Donc le premier mot. Al-babun, al-babun, qui signifie intelligence au pluriel, cerveau. Le deuxième mot. Thalaba, thalaba, qui signifie critiquer, médire. Et le troisième mot. Bulbulun, bulbulun, c'est-à-dire le rossignol, l'oiseau. Vous pouvez remarquer que sur le deuxième mot, la manière d'écrire le tanwin est différente de celle du premier. Et ce, car comme on avait dit, il peut y avoir des manières spécifiques d'écrire le tanwin lorsque c'est écrit par ordinateur. Donc lorsque on écrit à la main, généralement on écrit simplement deux ou, côte à côte, et par ordinateur il peut y avoir ce genre de forme un peu calligraphiée. Passons maintenant à la leçon suivante qui est la leçon du déterminant en arabe. Donc en arabe comme en français, les noms communs peuvent désigner soit quelque chose de précis, de particulier, soit une chose du type mentionné, peu importe laquelle, c'est-à-dire indéterminé. Ainsi, on peut demander à quelqu'un de nous ramener le plat, précisément celui qu'on a préparé, comme on peut lui demander de nous ramener un plat, n'importe lequel. C'est là où le déterminant joue toute son importance. En arabe, c'est exactement le même principe. On a des noms qui désignent précisément une chose, ils portent un déterminant. D'autres ne précisent pas spécifiquement une chose, mais sont dans l'absolu, ils sont dénués de déterminant. Ainsi, le déterminant est impératif en arabe pour bien cerner le sens du propos. Mais comment le construire ? En arabe, le déterminant est un préfixe qui vient se coller juste avant le nom. Il est composé d'une hamza de liaison et d'un lam. C'est pourquoi on appelle le déterminant en arabe la particule alif lam, ou al tout simplement. Lorsqu'on veut parler du déterminant en arabe, lorsqu'on veut le citer, le nommer, si je dis par exemple à un élève rajoute un déterminant, en arabe je vais lui dire rajoute alif lam, ou je vais lui dire rajoute al. Donc c'est comme cela qu'on désigne le déterminant, et ce parce qu'il est constitué d'un alif avec hamzat al-wasl, avec la hamza de liaison, et d'un lam. On le retrouve d'ailleurs dans énormément de mots français d'origine arabe, comme alcool, alchimie, algèbre, etc. Donc comment le construire ? On prend d'abord un mot à l'état indéterminé, comme par exemple babun, qui signifie, maintenant comme vous devez le savoir, une porte. Et on rajoute devant le préfixe al, donc la particule al, qui va être le déterminant. Ça nous donne al-babu. Note importante, lorsqu'un nom porte un déterminant, il perd automatiquement son tanwin, et vice-versa. Le signe pour savoir si un nom est indéterminé est l'absence de alif lam et la présence de tanwin à la fin. Il est important aussi de noter que tout comme en français, les noms propres, les verbes, les pronoms, etc. ne peuvent pas porter de déterminant. Donc par exemple, si j'ai un nom propre, je prends par exemple Muhammad, je ne vais pas rajouter devant un déterminant. Je ne vais pas dire al-Muhammad, comme si en français je disais le Muhammad. Ça n'existe pas. Ou le Jean. Bien au contraire, on se contente de dire Muhammad ou Jean, parce que ce sont des noms qui désignent directement la personne, ce sont des noms propres. Enfin, lorsque l'on commence par un mot avec déterminant, la hamza de liaison se prononce toujours A. Lorsque le mot est dans une phrase, par contre, elle fait sa fonction normale de liaison. Donc comme dans la leçon précédente, nous avions vu comment prononcer la hamza de liaison lorsqu'elle est au début d'une phrase,
eh bien ça ne s'applique pas au déterminant al. Ça s'applique uniquement à si la hamza de liaison fait partie d'un mot ou d'un verbe en dehors de la particule al. Parce que si elle est dans la particule al, ça se prononce tout le temps al, peu importe les voyelles qui suivent dans le reste du mot. De même, il y a une deuxième remarque à faire, qui est qu'il ne faut absolument pas confondre, par exemple ici, al-bab, le mot qu'on a vu, avec le mot de vocabulaire que vous aviez vu précédemment, al-bab. Parce que dans le premier mot, c'est-à-dire le mot de vocabulaire que vous aviez vu, al-bab, la hamza est de qat'a, donc c'est une hamza de coupure, ce qui signifie que ça fait partie du mot. Et dans le deuxième mot, al-bab, c'est une particule qui est considérée comme un déterminant. Donc c'est dans ces subtilités-là qu'il faut d'autant plus être vigilant. Et l'arabe, c'est une langue qui est très très subtile. Il y a des similitudes comme ça, on peut jouer sur les sonorités, jouer sur le rapprochement entre la prononciation des lettres, entre les mots. Et ça rend également l'exercice un peu plus difficile pour celui qui n'est pas initié, mais à force de s'entraîner, on commence à s'habituer très facilement. Donc il faut absolument différencier entre ce genre de mots qui peuvent être traîtres à l'oreille. Al-bab, qui est le mot de vocabulaire qu'on a vu, intelligence au pluriel, et al-bab, qui est le mot porte au déterminé, donc la porte. Nous allons maintenant nous exercer non seulement à lire, mais aussi à reconnaître les noms, s'ils sont déterminés ou indéterminés. Rappel, la hamza de liaison peut s'écrire sans sa virgule, donc sans la virgule qui est au-dessus. On rappelle que si on trouve un alif qui n'a ni hamza de coupure, ni hamza de liaison, et qui pourtant est au début du mot, eh bien c'est une hamza de liaison, même s'il n'y a pas la virgule au-dessus. Donc on a le premier mot qui est al-hijabu, qui a pour sens le voile, le rideau. Donc évidemment, c'est un mot qui est déterminé. C'est un nom commun qui commence par al. Et à l'indéterminé, on dit hijabun. Le deuxième mot, jilbaban, qui signifie un grand voile. Il est indéterminé évidemment parce qu'il ne débute pas par al et il a un tanwin à la fin. Le troisième mot, al-khajulu, qui signifie le timide, donc c'est un mot déterminé, c'est un nom commun qui débute par al. On pourrait dire khajulun pour dire une personne timide. Le quatrième mot, ba'atat, qui signifie elle a veillé. Évidemment, ce n'est ni un mot déterminé ni indéterminé, c'est un verbe. De plus, il ne commence pas par al. Donc évidemment, par la suite, pour distinguer entre les noms et les verbes, il faudra connaître la signification des mots, mais pour l'instant, c'est simplement un entraînement, pour habituer son œil à reconnaître la différence entre le hamza de liaison lorsqu'il est dans al et lorsqu'il n'est pas dans al. Le quatrième mot, al-juhu, qui signifie le drap. Évidemment, c'est un nom commun qui est déterminé parce qu'il débute par al et qu'il n'a pas de tanwin. Et le cinquième mot, ijtaha, qui signifie envahir. Encore une fois, ce n'est ni un mot déterminé ni indéterminé, c'est un verbe. De plus, il ne commence pas par al. On récapitule donc la leçon d'aujourd'hui. Nous avons donc aujourd'hui pu étudier la lettre hamson, la lettre lam, et les mots s'ils sont déterminés ou indéterminés. Donc la lettre hamson, on a le lam, on le voit écrit à l'état isolé, au début, au milieu et à la fin. On a vu également la distinction entre les noms déterminés ou indéterminés. On sait qu'un nom déterminé, c'est un nom qui présente un al et qui n'a pas de tanwin, tandis qu'un nom indéterminé, c'est un nom qui n'a pas de al et qui a un tanwin. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cette leçon vous ait été profitable. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires ainsi que vos exercices. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.